Bonjour à tous. Donc, journée suivant un budget qui en a surpris plusieurs avec un déficit de 11 milliards au lieu du 4 milliards qu'on avait prévu il y a à peine un an. Je commencerai par une motion qu'on va déposer aujourd'hui pour rappeler à la Coalition Avenir Québec certaines de ses promesses parce que nous serons devant des choix exigeants au cours des prochaines années pour redresser la barre. Et on se rappellera que la CAQ voulait financer les services en mettant fin à l'incorporation des médecins et en changeant la rémunération des médecins. François Legault était même prêt en 2019 à faire une loi spéciale pour changer le mode de rémunération des médecins. Donc, deux promesses de la CAQ qui sont demeurées lettres mortes. Et donc, on va demander à la CAQ formellement de faire un suivi sur ces deux promesses qui valent, grosso modo, 800 millions d'économies à chaque année si la CAQ remplit sa promesse. Donc, on va demander de mettre en œuvre ces deux promesses, ces deux mesures rapidement, dans le but d'évaluer le sérieux de la CAQ dans sa volonté de rétablir une situation financière qui, à 11 milliards au lieu de 4 milliards de déficit, nécessite peut-être des choix difficiles, espérons-le, le développement de nouvelles sources de revenus pour équilibrer tout ça. Qu'en est-il de l'équité générationnelle avec ce qui se passe actuellement? Puis là, on projette, là, ce matin, le ministre Girard dit que peut-être que l'équilibre budgétaire pourrait être de retour en 2027-2028. Est-ce qu'il est jovialiste? C'est optimiste, mais ça peut arriver, dépendamment des taux d'intérêt, de variantes sur le plan économique qu'on ne contrôle pas. Mais ce qui est définitivement optimiste, c'est de dire on va justement optimiser certaines sociétés d'État et on prévoit déjà 100 millions l'an prochain, 200 millions dans 2 ans, 300 millions l'année suivante. Ça, c'est plus qu'optimiste, là, parce que la CAQ, dès 2018, était censée optimiser l'État. Puis vous regarderez, là, jamais on a rempli cette promesse-là. En même temps, je ne pense pas qu'on est devant un ratio dette-PIB qui est alarmant, mais ça demande un ajustement. Ça va demander des choix peut-être plus difficiles dans les prochaines années. La position des subventions pour rouler vert. Est-ce que c'est la bonne façon de s'attaquer à la crise environnementale, de mettre fin au programme pour l'achat de véhicules électriques? Je trouve qu'on va très vite. Donc, éventuellement, il faut la fin de ces subventions-là parce qu'il y a un point de bascule dans les technologies, c'est-à-dire que les gens vont décider d'abandonner le pétrole. Le service, donc, va être moins facile pour les voitures à essence. Il y a un point de bascule, mais on ne l'a pas atteint. Et là, on veut aller rapidement pour retirer les incitatifs parce qu'on présume que la différence entre le prix d'une voiture électrique et d'une voiture à essence sera minime. C'est loin d'être clair. Donc, je trouve qu'on va un peu rapidement, même si le principe a du sens. Et malheureusement, ça peut donner une deuxième chance aux pétrolières et aux voitures à essence de refaire une offre qui est moins chère. Et là, on aura défait les progrès qu'on avait réalisés. 35, c'est fini. Mais c'est pour ça. l'essence. Mais normalement, donc, on maintient les mesures jusqu'à temps qu'on a la certitude qu'avant 2035, la transition s'est faite. On ne veut pas se retrouver en 2034, où il y a une vaste proportion des automobilistes qui sont toujours à essence, parce que dans quel cas, on sait comment ça va finir. Le gouvernement va juste reporter l'échéance, puis va dire finalement c'est 45. Donc, c'est ça l'enjeu. Et la fin des crédits d'impôt, entre autres sur les technologies de l'information, ça vient d'être instauré par le Parti québécois, ça, à l'époque, je pense. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'il y a beaucoup de compagnies dont les profits, je pense à Ubisoft, entre autres, là, les profits d'Ubisoft, c'est à peu près équivalent aux subventions qu'ils reçoivent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir certaines de ces compagnies-là dire, parce que c'est ce que moi j'entendais hier, il y a déjà des gens qui venaient, hier notamment, là, qui venaient des entreprises et des chambres de commerce, me dire on risque de perdre ces entreprises-là au profit d'autres pays, même Toronto, où les gens vont dire ben là, s'il n'y a plus d'intérêt ici, on va partir. Je me suis entretenu brièvement avec le ministre Girard là-dessus hier. Je pense que c'est un risque qui est calculé, c'est-à-dire que les avantages fiscaux qu'on offre demeurent relativement solides, concurrentiels par rapport à d'autres juridictions. Et en soi, l'examen des crédits d'impôt dans toutes sortes de secteurs, dans toutes sortes d'entreprises, lorsqu'on est au plein emploi puis qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, ça a du sens parce que c'est pas comme quand le taux de chômage est à plus de 10 % puis qu'on veut créer de l'emploi, qu'on est prêt à mettre donc des fonds publics. On n'est pas dans cette situation-là du tout. Cependant, j'ai dit au ministre Girard par la même occasion, si on est en train de revoir à la baisse les crédits d'impôt parce qu'on est en plein emploi,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi on injecte des milliards dans Nordvolt alors que tout le monde a déjà un emploi? Et comment calculez-vous la plus-value? Parce que ce sont des gens qui ont déjà un emploi, donc il va falloir non pas prendre le salaire, mais le salaire bonifié par rapport à l'ancien emploi de chaque travailleur. Et ça se rembourse très lentement quand on utilise cette méthode de calcul, là, les milliards qu'on investit. Mais en soi, non, je pense que c'est correct de revoir périodiquement, c'est ce qu'on ne fait pas assez comme gouvernement, revoir si les programmes sont à jour et répondent bel et bien à des impératifs. Est-ce que le ministre Fitzgibbon va s'expliquer aujourd'hui sur la façon dont on a mis en place l'usine, donc de contourner le BAP, de reporter le BAP? Oui, on a hâte de l'entendre là-dessus. D'ailleurs, on a abordé la question en chambre hier. Alors, on a une version de l'histoire par le ministre de l'Environnement, on a une version de l'histoire par le ministre de l'Économie, on a une version d'histoire par le premier ministre, qui prend d'ailleurs un tout autre éclairage quand on la compare à la version des faits du ministre de l'Environnement. Alors, de plus en plus, là, il semble y avoir des indices à l'effet, ou même des admissions à l'effet, que les règles ont été changées spécifiquement pour ce projet-là. Et quand on regarde la chronologie des choses, c'est difficile de conclure autrement. Quand on regarde le moment où il y a eu les premières rencontres en février 2023 avec le ministre, puis que là, qu'en mars 2023, le projet commence à être géré dans l'administration gouvernementale et que c'est là qu'on change les règles spécifiquement pour ce projet-là, bien, à un moment donné, là, si ça a 4 pattes, ça a du poil, ça a une queue, ça mange de la bouffe de chat, puis ça miaule comme un chat, c'est pas mal un chat. On ne va pas justifier la démarche en disant, écoutez, c'est vrai qu'il y a une compétition internationale, on aurait raté le bateau si on avait mis en place un BAP qui aurait pris 18 mois. Bon, un BAP, là, d'abord, ça, c'est faux de dire que ça prend toujours 2 ans ou 18 mois. On a des exemples qui ont d'ailleurs été nommés là, dans les médias dernièrement où on a réussi à adapter le Bureau des audiences publiques sur l'environnement à des situations qui requièrent de l'agilité. On est capable de faire ça au Québec, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que la démarche d'acceptabilité sociale qui est fixée par le gouvernement lui-même indique qu'il faut favoriser ça pour faire en sorte que les gens soient mobilisés puis acceptent le projet, puis pour s'assurer aussi que ce soit le meilleur projet possible. D'abord, qu'il respecte les normes environnementales, mais aussi qu'on puisse établir que c'est un investissement qui est dans l'intérêt collectif des Québécois. Il faut passer par là. Puis actuellement, ces réponses-là, on ne les a pas, puis le ministre de l'Économie doit répondre à ces questions-là aussi. C'est quoi l'intérêt du Québec dans ce projet-là? Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon vient de le mentionner. C'est que là, on dit que des emplois, là, on est en plein emploi actuellement. Là. Pourquoi on finance des emplois? On dit que notre énergie, elle est verte, elle est extrêmement voulue, désirée par les entreprises internationales. Alors, pourquoi on donnerait des rabais? Pourquoi on donne des crédits? Quel est notre intérêt collectif? Il y a beaucoup de questions qui méritent qu'on y réponde, puis actuellement, on n'a pas tout l'éclairage là-dessus. L'examen sur l'appareil public que le gouvernement veut entreprendre là, au cours des prochains mois, des prochaines années, Mme Lebel est restée floue sur des coupes de postes de fonctionnaires, tant au gouvernement que dans les sociétés d'État. Vous, est-ce qu'il y aurait forcément des coupes? Comment vous voyez ça? Mais ce que je veux dire, c'est que sur cette question-là, c'est que le montant d'économie est flou. Là. On dit 100 millions l'an prochain, 200 millions l'année suivante, 300 millions. À l'évidence, là, il n'y a pas de méthode scientifique derrière cette estimation-là. C'est plus un vœu. Et ces vœux-là, généralement, c'était le programme de la CAQ à partir de 2018, quand on dit par magie, on va optimiser. C'est rare que ça se matérialise de manière aussi simple. Ce que nous, on pense, c'est qu'un endroit où on peut optimiser, c'est la fonction publique fédérale et le gouvernement fédéral dans son ensemble. Et c'est ça qui est intéressant hier dans les discours de chaque parti. Nous, on dit, le fédéral prend près de la moitié de nos impôts et ne s'occupe d'aucune mission fondamentale et complexe et coûteuse comme la santé, l'éducation, etc. On veut rapatrier ces sommes-là pour rediriger nos impôts vers ce qu'il y a d'essentiel. La CAQ, elle disait, on a tellement un mandat fort, puis on est tellement autonomiste, qu'on va obtenir gain de cause pour environ 15 milliards de revenus en transferts fédéraux, et ça a été un échec sur toute la ligne. Donc, quand on estime à peu près 14 milliards les manques à gagner sur des demandes légitimes, on voit à ce moment-là le déficit d'11 milliards sous un tout autre angle. À savoir, si la CAQ avait dit vrai et avait obtenu les transferts en santé, dentaire, assurance médicaments, rapport d'impôt unique, le remboursement du verglas, il y a une liste très longue qui nous amène à peu près à 14 milliards.
on ne serait pas dans cette situation financière-là. Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple de juste prendre les 82 milliards et faire des choix cohérents en fonction de nos priorités. Et ça s'appelle l'indépendance du Québec. 571 000 employés de l'État. Est-ce que c'est trop? Ça n'arrête pas d'augmenter à chaque année. La gestion de l'État se complexifie. À chaque fois qu'on est devant vous, puis on dit ça prend un inspecteur, ça prend... La gestion de l'État s'est transformée depuis 30-40 ans. Plusieurs gouvernements arrivent au pouvoir, comme la CAQ le fait, en ayant la prétention d'optimiser, assainir. Dans le cas de la CAQ, on peut se demander à quel point il y avait véritablement une volonté, à quel point ce n'était pas un slogan, là, parce qu'il n'y a rien de concret dans ce sens-là qui a été fait sous la CAQ. La taille de l'État a grossi. Donc, on va évaluer le sérieux de cette démarche-là au niveau de l'optimisation, mais c'est toujours plus facile dans la théorie que dans le concret. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète de voir qu'il y a autant de monde? Hier, Mme Lebel nous parlait de 78 000 ETC, là, des fonctionnaires, en fait, des employés à temps complet, l'équivalent. Puis il y a 493 000 personnes hors réseau, là, c'est-à-dire éducation, santé, etc. là. C'est beaucoup de monde. Là. Est-ce que le Parti québécois reverrait ces seuils-là? Pas de temps. C'est beaucoup de monde, mais des gens qui sont consacrés à offrir de véritables services à la population. Moi, ce qui me dérange, c'est de voir la fonction publique canadienne, qui n'offre presque aucun service à la population, croître par 40 % depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau. Ça, en concret, ça veut dire qu'au lieu de coûter 40 milliards, la fonction publique canadienne coûte 60 milliards. Ça, c'est de l'argent. Puis ça, c'est du monde, mais qui ne sont pas dédiés à offrir des services. Si on me dit qu'on a plus de gens dans l'État québécois parce qu'on offre ces emplois-là sont reliés à des services concrets, moi, mon objectif, c'est de rapatrier les sommes du fédéral et justement investir dans les services directs à la population et non pas dans des ministères puis des programmes absolument périphériques. Là, le plus récent, c'est Arrive-Can, mais les systèmes de paix Phoenix ou le pipeline Trans Mountain, il y a des choses qu'on ne ferait absolument pas au Québec si c'était notre décision. Comme il a annoncé sa révision de programme, sa révision de crédit d'impôt, la révision de la fiscalité, est-ce qu'il est en train de préparer sa prochaine campagne électorale? Parce qu'on ne va pas connaître le plan avant l'an prochain. Là. Est-ce qu'en 2026, il va ramener son thème de 2018 en disant qu'il faut dégraisser l'État? Non, je pense pas, parce que si tu as passé 8 ans au pouvoir, puis tu as à peine réussi à justement faire ton programme, là, c'est-à-dire réduire la taille de l'État, c'est pas ça qui est arrivé, puis c'est pas comme ça que ça va se terminer. Je pense pas qu'on puisse faire campagne là-dessus. Je pense que c'est correct de finalement faire un examen de certains gains en efficacité, certains programmes de subvention ou de crédit d'impôt qui ont plus lieu d'être. Mais de 2018 à 2024, il ne s'est rien passé, là. Et là, on est en fin de troisième période, si c'était un match de hockey. Il reste seulement 2 ans, donc quels seront les résultats très concrets de ces annonces-là? Il y a une grosse partie de vœux dans ces sommes de 100 millions, 200 millions en économie qui ne correspondent pas à un examen, à mon avis, très détaillé de ce qui va arriver. Une reconnaissance de la part du ministre des Finances que les crédits pour les voitures électriques, ça avait un impact assez mineur sur la réduction des GES. Est-ce que pour vous, c'est un argument de plus pour critiquer Northvolt? Quel lien faites-vous entre les deux? Dans le sens que la CAQ mise beaucoup sur l'électrification des transports pour baisser les GES, mais là, le ministre des Finances dit hier que finalement, ça n'a pas tant d'impact. Oui, mais non. Je pense que le ministre minimise les subventions aux véhicules électriques parce que c'est quand même assez agressif là, comme rapidité à laquelle on veut retirer ces subventions-là. Ça marchait en termes de transition technologique. La raison pour laquelle des foyers québécois ont changé leur véhicule et sont allés en électrique, c'est mon cas, c'est parce que financièrement, c'était parfaitement sensé, au moment de l'achat comme au moment de ne plus aller à la station-service, à la station d'essence. Le jour où rapidement on enlève ces incitatifs-là et qu'on est dans une période économique difficile pour plusieurs foyers qui ont de la misère à rejoindre les deux bouts, il ne faut pas de pensée magique, là. C'est loin d'être certain que la transition technologique qui rend le pétrole obsolète va avoir eu lieu dans 2-3 ans. Ce n'est pas le cas. Et ça marchait donc en termes de transition technologique. Et on a un intérêt à rouler électrique au lieu de rouler au pétrole. Notre objectif devrait être
de se débarrasser complètement du pétrole. Et là, en procédant trop vite, on donne une deuxième chance à cette industrie-là et au domaine des voitures électriques de faire une autre offre moins chère que celle de la voiture électrique pour tenter de se maintenir. Et dans quel cas, ça va se terminer qu'on va arriver en 2035, puis on va constater qu'on n'a pas fait la transition, puis là, on va le reporter à 2045. Et ça, c'est ça le risque. On